Bonjour, bonjour. Alors, je vous l'avais dit pour ceux qui regardent mes vidéos, qui regardent ma chaîne, je suis en pleine lecture d'actualité en ce moment. Je lis des livres sur la société, sur la politique. Il y en a eu beaucoup à la rentrée qui m'ont intéressé, j'en ai présenté déjà plusieurs. Et j'ai continué sur ma lancée, lisant un livre d'un journaliste sociologue que j'aime bien, et qu'on ne présente plus, il est très connu. Il est québécois, je dis pas canadien parce que ça ne lui plairait pas, c'est Mathieu Bock-Côté. Alors, ce livre, c'est Les Deux Occidents, publié à la Cité, aux presses de la Cité, et il est paru cette année, là, en fin d'année, au mois d'octobre ou au mois de septembre, je ne sais plus. Peut-être même courant novembre, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est très 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 récent. Et j'avais déjà lu Mathieu Bock-Côté il y a longtemps. Alors franchement, je ne me rappelle plus du titre du livre. Si je le retrouve, je l'incrusterai. Et ça ne m'avait pas plu. Ça commence à dater, hein, ça fait 5 ans, 6 ans, 4 ans, je ne sais plus, plus de 4 ans en tout cas. Et j'avais lu un livre qui ne m'avait pas convaincu, j'avais pas aimé le ton employé, j'avais pas aimé le style. Je ne sais pas si le sujet avait contribué au fait que ça ne me plaise pas. Toujours est-il que ça ne m'avait pas emballé en fait en réalité. Et comme il ne faut pas rester sur un échec, je me suis dit que j'allais laisser une autre chance à Mathieu Bock-Côté. Qu'au demeurant, j'aime bien écouter, j'aime bien ses analyses, je trouve qu'il est pertinent, qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est toujours intéressant, c'est un amoureux de la liberté d'expression, c'est un Nord-Américain, plutôt de droite, donc les Nord-Américains de droite, évidemment, ce ne sont pas les Français de droite, ils ont beaucoup moins de limites, et ils ont une parole beaucoup plus libre, il l'a dit assez souvent, il est pour la liberté d'expression, presque jusqu'au boutiste, tant qu'elle respecte la loi. Et ça, c'est bien, en fait. Et donc, je me suis dit que j'allais laisser une chance à ce livre, Les Deux Occidents. Je vous le dis tout de suite, en fait, c'est une bonne nouvelle que j'ai repris la lecture d'un livre de Bock-Côté parce que j'ai bien aimé ce livre. Ça m'a plu. C'est bien écrit, ça a été agréable à lire dans un très bon français, j'en doutais pas, mais je ne sais pas pourquoi, encore une fois, j'avais gardé un mauvais souvenir. Peut-être j'ai fait une erreur, j'étais peut-être dans des mauvaises circonstances comme quand j'ai lu le précédent livre, je ne sais pas, toujours est-il que celui-ci m'a davantage plu, même beaucoup plu. Je vais commencer par une petite citation, qui n'est pas de Mathieu Bock-Côté, qui est de l'éditeur, donc une citation assez courte, hein, qui est en début de livre, et c'est au tout début, je suis même allé trop loin, voilà, c'est une page après la couverture. Et donc la cité, voilà ce qu'ils nous disent. Très intéressant. Notre époque s'est découvert une nouvelle passion, l'intolérance. Sur les réseaux et les plateaux, on criminalise celui qui ne pense pas comme nous. On le dénonce, on veut l'empêcher de parler. Il est urgent de recréer un espace où puisse se tenir la rencontre sereine et exigeante des idées. C'est tout le sens de cette collection d'essais des presses de la cité. Poser les bonnes questions, entre parenthèses, même si elles dérangent, respecter les faits, ouvrir des perspectives, telle est la ligne de conduite de la cité, en un mot, raviver la liberté de l'esprit. Ça donne envie de lire, déjà, quand on voit ça. Et je trouve que c'est judicieux de la part de l'éditeur de se fendre d'une entrée en matière comme ça. Parce que, je dis pas qu'on pourrait s'arrêter là, hein, il ne faut pas exagérer, mais c'est tout le propos de Mathieu Bock-Côté. C'est d'avoir une liberté de penser, de rapporter des faits, de les étayer et de prouver qu'on peut aborder tous les thèmes tant que ces thèmes sont vus sous l'angle de la vérité factuelle en réalité. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ce livre de Bock-Côté, il a une grande thématique. En fait, il veut nous démontrer qu'en 1989, après la chute du mur de Berlin, les politiques, les grandes institutions, avaient imaginé la fin de l'histoire avec un grand H. Les conflits du XXe siècle étaient derrière nous, un siècle nouveau allait arriver dans une dizaine d'années, et on allait passer dans un nouveau mode, un mode de grande fraternité, d'annulation des frontières, de fin de conflits armés, et du grand mélange des peuples, dans un seul objectif,
celui du commerce, globalement, du commerce mondialisé, des échanges mondialisés. Et globalement, du remplacisme global, dirait Renaud Camus. Un homme en vaut un autre, rien n'est défini à l'avance, et la chute du mur de Berlin est le symbole de ce nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Ça, c'est la grande thématique du livre, même si ça raconte beaucoup d'autres choses. Mathieu Bock-Côté parle d'énormément de problèmes, je crois qu'il parle de pratiquement tous les problèmes que peut rencontrer l'Occident, ou que peut rencontrer la France ou l'Europe, aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Je fais un petit commentaire, donc ce livre, il n'est pas très gros, mais quand même raisonnablement, il fait 287 pages, et souvent, comme je le dis dans mes dernières lectures, l'édition, le choix d'édition, moi c'est pas celui qui me convient le plus. On est sur peu de mots par ligne et peu de lignes par page, même si ça reste raisonnable, mais on est sur peu de mots par ligne. C'était la même chose dans le livre de Zemmour que j'ai lu dernièrement, et j'avais fait à peu près le même constat chez De Villiers. Là on est sur un autre éditeur, hein. Donc j'ai l'impression, c'est même pas l'impression, je sens bien que c'est comme ça, c'est un choix éditorial de vouloir donner une certaine épaisseur à un livre pour que l'acheteur se dise « Ah non, je me fais pas avoir, j'ai pas un livre qui fait ça au lieu de faire ça ». Mais bon, moi ça ne me gênerait pas que ce soit écrit en plus petit et plus raisonnable. Là on est à la limite en dessous de laquelle il faudrait pas descendre. Mais ça paraît déjà peu de mots par ligne, environ 6-7 mots par ligne, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, voilà, c'est un petit détail, je l'avais fait remarquer précédemment, je continue à le faire remarquer parce que j'ai l'impression que c'est un tournant depuis quelques années, c'est comme ça. Bon, passé cette petite remarque purement éditoriale, je vais aller sur le fond du livre. J'ai pris pas mal de notes, je vais pas tout lire, je vais vous dire la vérité, j'en avais 2 fois plus que ça. En regardant ce que j'allais dire pour la vidéo, j'ai supprimé la moitié de mes marque-pages. Il y en avait trop. Pour une bonne simple raison, c'est que je vous l'ai dit, le livre est passionnant. Le livre raconte beaucoup de choses, il est très pertinent, il revient sur énormément d'exemples de notre époque, et on peut pas tout présenter. Dans ce livre, il y a plusieurs parties, il va nous parler beaucoup de l'Amérique, du Trumpisme face au reste de l'Amérique, ce bipartisme américain, démocrate, républicain, de la manière dont les démocrates ont tourné wokiste et multiculturaliste pro-immigration ces dernières années. Et évidemment, il va nous parler de Biden, il va nous parler de Trump, il va nous parler de la politique des deux. Et je vais vous citer un petit exemple où il nous parle de Joe Biden, et il nous explique que Joe Biden, contrairement à ce que beaucoup de gens n'avaient pas voulu voir, était simplement l'excuse d'un système qui avait déjà trouvé une nouvelle norme, une nouvelle manière de fonctionner, c'est-à-dire le wokisme immigrationniste, et qui a pris comme excuse un vieux blanc, en se disant voilà, on va faire passer la pilule à certains démocrates et au monde entier, en se disant regardez, rien ne change. En réalité, vous voyez bien, on a toujours un vieux président blanc, mais tout ça pour faire passer le wokisme. Alors, je vous cite ce petit exemple, cette entrée en matière, ça donne le ton de Mathieu Bock-Côté, et ça nous permet de parler un petit peu des États-Unis. Il y en est beaucoup question dans les 2 premiers chapitres, les 2 premiers gros chapitres de ce livre. Voilà ce que nous dit Mathieu Bock-Côté. Biden n'était pas un candidat manchou, mais un candidat alibi, permettant de faire croire que le Parti démocrate n'était pas vraiment ce qu'il était devenu. N'est-ce pas d'ailleurs le sort de l'homme blanc dans le système publicitaire des temps présents? S'il se retrouve sur une affiche ou dans une campagne promotionnelle, c'est à la manière d'un quota marqueur du monde ancien, peut-être à la manière d'un candidat serein au suicide assisté. Inversement, on l'a vu à l'été 2025, une campagne publicitaire mettant en avant une belle jeune femme blanche, Sydney Sweeney, sera assimilée par la gauche woke à une campagne de propagande au service de la suprématie blanche. Mais ce vieil homme blanc démocrate et centriste était sociologiquement mort depuis longtemps. En ce sens, Biden le représentait bien. C'était le pantin nécessaire d'un régime ayant besoin des défroques du vieux monde pour poursuivre sa révolution. Biden donnait l'apparence d'une continuité du Parti démocrate de Kennedy à aujourd'hui, mais les apparences avaient pour vocation de tromper.
l'Amérique de Biden, était celle de l'institutionnalisation d'un racisme anti-blanc administratif à grande échelle, à travers cette forme de wokisme managérial que sont les programmes EDI, équité, diversité, inclusion. C'était l'Amérique animée par une rage iconoclaste qui se félicitait du déboulonnement des vieilles statues. C'était celle où des émeutes raciales à grande échelle étaient présentées comme des manifestations pacifiques par des médias complaisants, même militants, etc., etc., etc. Il continue sur cette thématique et évidemment c'est vraiment intéressant parce que là on a déjà beaucoup de choses. On a cette menace woke qui s'est bien installée aux États-Unis, qui a traversé l'Atlantique et qui est maintenant en Europe bien implantée, en tout cas en France elle l'est, en Grande-Bretagne aussi, puis pas que dans plein de pays. On a ce racisme anti-blanc, on a cet effacement du blanc. Et écoutez, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais quand on parle aux gens qui sont normalement observateurs et qui constatent que dans les publicités françaises, n'importe quelle chaîne confondue, on a un taux de métissage incroyable, on a presque une publicité sur deux, voire beaucoup plus, où le couple est métis, où il y a un enfant métis, où il y a un petit enfant issu de l'immigration, souvent africaine, avec des couples de blancs, c'est incroyable. Et on a ça partout. J'ai eu ce débat avec un ami il y a très longtemps. On réfléchissait à savoir si c'était une manipulation à grande échelle, une volonté assumée, idéologique, ou si c'était purement commercial. Moi, je veux bien qu'il y ait du commercial là-dedans parce que la population change, mais j'avais voyagé en Norvège il n'y a pas très longtemps, et j'avais constaté dans ce pays qui, même s'il y a des gros problèmes en Norvège, qui par rapport à la France connaît peu, c'est pas qu'il n'y en a pas, hein, il y en a dans les grandes villes, notamment Oslo, il y a encore peu d'immigration. Quand on regarde les publicités dans les rues ou dans les magasins ou à la télévision norvégienne, on constate que ce grand métissage a déjà commencé. Je l'avais vu dans les rues, on a des publicités dans les rues principales de Bergen ou d'Oslo avec du métissage souvent africain et caucasien, alors que ça n'est pas justifié par la présence locale d'une population fortement immigrée. Donc il y a bien une volonté idéologique derrière ça, c'est ce que certainement pense, j'imagine, pas me tromper dans l'interprétation de sa pensée, Mathieu Bock-Côté. Donc voilà, on a ce problème qui est mis en avant et qui va revenir tout au long du livre, en tout cas à plusieurs reprises. Mathieu Bock-Côté va aussi nous parler de l'Union européenne, des travers de l'Union européenne, des dangers de l'Union européenne, de la volonté de manipuler les peuples, de la volonté de changer de peuple. Et je vais vous lire deux exemples qui ont un lien direct avec cette histoire. Donc, le mot n'est pas employé, mais il nous parle d'une sorte de dictature européenne qui s'installe à bas bruit, en fait. Voilà ce que nous dit Mathieu Bock-Côté. Il nous a parlé de la fin du mur de Berlin, pardon. Et voilà ce qu'il nous dit. Le mur, donc de Berlin, le mur tombé, l'Empire allait tomber aussi. Les temps présents font écho à ceux entourant la chute du mur. Les élites européennes, aujourd'hui dans un contexte différent, mais qui n'est pas sans similitude, traitent de la même manière les mouvements populistes et identitaires traversant leur pays. La question pouvait se traduire concrètement. Que faire quand une vague politique et idéologique d'ampleur historique semble sur le point de tout emporter sur son passage ? La victoire de Donald Trump en 2024 a suscité en Europe occidentale une réaction paniquée. S'agissait-il d'une vague appelée à emporter le vieux monde, comme si la contre-révolution réinventée en Amérique revenait dans son lieu d'origine ? Comment empêcher les partis populistes de prendre le pouvoir et s'assurer, s'ils y parviennent, de les empêcher d'appliquer leur programme ? La classe dirigeante européenne a cru et croit encore pouvoir mater les rebelles en se tournant vers l'état de droit. À certains égards, elle verse dans le pessimisme actif. Elle envisage déjà la perte du pouvoir gouvernemental et législatif et pour cela veut faire en sorte que même chassée du pouvoir, elle le conserve néanmoins à travers son emprise sur l'administration et le système judiciaire, etc., etc. Donc voilà, il va nous parler de ça, il nous donne d'autres exemples et il conclut cette petite partie en nous faisant une citation de Walter Ulbricht qui était un des fondateurs de la RDA et qui disait, dans une formule restée célèbre, « Cela doit avoir l'air démocratique, mais nous devons avoir tout en main. » Donc Mathieu Bock-Côté nous met un peu en garde, même beaucoup en garde, sur
la prise de pouvoir démocratique d'un État supranational, un super-État que serait l'Europe, et qui annihilerait totalement la capacité des peuples de décider de leur destin. Et on en est déjà là, parce que les lois européennes sont parfois au-dessus des lois nationales. Et on doit appliquer des directives européennes qui ont été acceptées, mais peu importe, on a déjà plus d'un pied, un pied et demi dans ce système. Et il va évidemment un peu plus loin, parce qu'il nous parle de l'état de droit, et il nous dit pour lui quelle est la problématique de l'état de droit, qui est une confiscation en réalité du pouvoir démocratique. Donc là c'est un petit peu plus loin, c'est même beaucoup plus loin, mais c'est développé dans tout ce chapitre, qui est le chapitre 2, l'état de droit divin et le nouveau mur de Berlin, c'est son titre. Et voilà ce qu'il nous dit un peu plus loin sur l'état de droit. Ça va être un poil plus long. Ces considérations théoriques ont une fonction politique explicite, surtout devant la rébellion populiste et identitaire, et encore plus quand on redoute son arrivée au pouvoir et la tenue de référendums visant à réactiver la souveraineté populaire face à l'état de droit. On l'a vu en France au moment de l'élection présidentielle de 2022, quand Laurent Fabius a expliqué doctement prendre les mesures nécessaires pour condamner l'impuissance à l'impuissance la droite nationale dans l'hypothèse où elle arriverait aux affaires. Il se donnerait le droit de lui faire barrage au cœur même des institutions. Sachant que les candidats de la droite nationale avaient notamment comme ambition d'organiser un référendum rendant possible une politique de maîtrise de l'immigration, il s'agissait d'expliquer à l'avance que la chose était institutionnellement impossible. Le référendum était décrété d'avance illégal. Autrement dit, le régime annonçait sa volonté de faire obstacle à un nouveau parti s'appuyant sur la volonté populaire pour transformer les institutions. Plus loin, il va un peu plus loin, cette stratégie, donc là je fais une petite ellipse, cette stratégie de neutralisation du politique par le droit est plus ancienne qu'on peut le croire. En 1994, en Californie, où le référendum d'initiative populaire est normalisé, la population se prononça à hauteur de 58,9% pour la proposition 187, visant la mise en place de mesures très fermes pour contenir l'immigration illégale, et qui fut ensuite neutralisé par une juge fédérale du district central de Californie, etc. etc. Donc il donne d'autres exemples, avec Salvini par exemple, en Italie, qui a mal terminé. Il donne aussi plus loin l'exemple de l'annulation des élections. Donc il parle de l'exemple de Georgescu en Roumanie, qui en 2024 a été, donc on a annulé l'élection. Le résultat, après en 2025, cet homme a été arrêté. Et voilà, Boc-Côté sent que c'est la direction vers laquelle l'UE se dirige. Une censure globale du peuple, même quand le peuple s'est prononcé. Alors évidemment, c'est extrêmement inquiétant, angoissant. Tout ce genre de qualificatif est bon pour la situation. Et Boc-Côté nous présente ça avec moult exemples. C'est très bien écrit, c'est très bien argumenté, c'est compréhensible facilement. Et on a sous les yeux l'exemple flagrant de ce qu'il faut éviter à tout prix. Alors comment? Évidemment, c'est compliqué, mais à minima en votant pour des gens qui s'opposent à ces diktats européens fédéralistes. Évidemment, il nous parle de manière de se débarrasser des rebelles. Des rebelles. C'est marrant, on pourrait comparer ça. Il y a les rebelles identitaires et il y a les gens de l'Empire menés par Darth Vader. Et les rebelles, il faut les mater à tout prix, parce que ce sont des dissidents, ça ne va pas. Donc il explique comment l'état de droit essaye de se débarrasser, et la meilleure des manières, c'est la diabolisation. Alors évidemment, il va nous parler des gens du RN, il va nous parler des gens qui votent Reconquête, il va nous parler de globalement toutes les mouvances de droite identitaires en Europe. Il parle de la manière dont la Grande-Bretagne essaye de museler les peuples également, c'est pareil, dès qu'ils s'expriment un petit peu. Et là, il parle de l'AfD. Donc il donne un exemple, je vous ai choisi cet exemple, il y en a d'autres, mais il parle de l'AfD en Allemagne et il dit comment on essaye de s'en prendre ouvertement aux gens de l'AfD. Et voilà ce que nous dit Boc-Côté à ce sujet. L'état de droit, animé par la logique diversitaire, fabrique deux types de citoyens. Ceux qui le sont de plein droit et ceux qui sont marqués à l'extrême droite et contre lesquels le bannissement
est autorisé à travers les persécutions légales, décrétées vertueuses et nécessaires pour protéger la société démocratique contre un corps idéologique étranger. Et cette suspension peut aller encore plus loin, au point de limiter la liberté de mouvement de militants identitaires, sous prétexte qu'ils donneraient mauvaise réputation à l'Allemagne, en allant faire la promotion de leurs idées à l'étranger. Tout ça est sourcé, hein, évidemment. Il y a des sources en bas de page. Les membres de l'AfD sont de plus en plus empêchés de se présenter aux différentes fonctions électives, sous prétexte qu'ils ne seraient pas loyaux à la Constitution. On l'a vu notamment à l'âge, en septembre 2024, etc., etc. Et il nous parle donc de plusieurs exemples où ces gens de l'AfD sont presque persécutés en réalité. On n'en est pas encore là avec le RN ou avec des Reconquêtes ou Debout la France ou ces gens-là. Mais malgré tout, il y a quand même un peu de persécution individuelle. On se rappelle tous, pour les gens qui suivent l'actualité, qu'Éric Zemmour a eu plein de procès, il en a encore. Je crois que le magazine Frontières a des procès régulièrement. On a aussi cet exemple du magazine de Berton, de Marceau et Papacito, La Furia, dont on a ôté l'agrément de presse, donc qui ne peut plus être distribué dans les kiosques et dans les points habituels de distribution de la presse. Évidemment, c'est un magazine satirique de droite, radical, identitaire, donc ça ne plaît pas du tout à l'état de droit. Ça ne va pas du tout. Donc il y a quand même évidemment une pression qu'on met de plus en plus sur des youtubeurs, sur n'importe qui essaye de s'exprimer. C'est une véritable guerre culturelle qui est engagée depuis 5-6 ans, sans doute plus, parce qu'elle était larvée avant, mais elle saute aux yeux depuis 3, 4, 5 ans. Et évidemment, la chaîne d'info en continu, CNews, est au cœur du sujet, parce qu'il y en a qui voudraient l'interdire. Évidemment, ça ferait plaisir à beaucoup de gens qu'il n'y ait plus qu'un son de cloche dans la politique. Ça gêne beaucoup ces gens qui revendiquent et qui n'ont que l'état de droit à la bouche, d'aborder des sujets qui ne sont pas politiquement corrects, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans le cadre de la politique voulue par les gouvernements, par la plupart des médias gauchistes. Et donc, Bocoté revient vraiment sur ces sujets en profondeur. Il nous parle d'autres exemples. Alors, il nous dit que l'UE est une machine à broyer les peuples, et en réalité à broyer les identités, même européennes en réalité, au profit d'un multiculturalisme, d'un homme nouveau, mais qu'au sein de cet homme nouveau émergent d'autres thématiques pour remplacer la tradition, pour remplacer les racines européennes. On a d'autres religions, au sens figuré. Il parle aussi de l'islam, hein, bien sûr, de la conquête islamique en Europe. Mais il y a d'autres religions, ou assimilables comme telles, qui s'élèvent, à savoir l'écologie comme un diktat religieux qui s'impose petit à petit, alors auprès des jeunes, mais pas que, et qui peut faire pas mal de dégâts. Je vais vous citer un petit exemple où il nous parle de ça. Alors, il en a déjà parlé avant, je prends en cours de lecture. L'écologisme se fait religieux et retrouve le langage de l'homme pécheur à travers le concept du bilan carbone, que chacun doit s'approprier dans l'espoir de le diminuer. Une nouvelle morale l'accompagnera. Il devra limiter ses déplacements, trier ses déchets et consentir à ce qu'on les inspecte, l'intime étant encore une fois scruté par le pouvoir, ainsi qu'éviter autant que possible de se reproduire, d'autant qu'il doit accueillir le monde entier qui vient s'installer chez lui. Il s'en convaincra d'autant mieux qu'il deviendra éco-anxieux. C'est ce qu'avait proposé sans gêne Yves Cochet, :. Faire des enfants n'est plus simplement une question personnelle, c'est devenu un choix politique. Ne pas faire d'enfants supplémentaires, c'est le premier geste écologique, etc., etc., etc. Fermez les guillemets, je ne cite pas tout son propos. Mathieu Bocoté qui reprend la parole. De trop en ce monde, ou du moins de trop dès lors qu'il cherche à s'extraire d'un vivant pensé, comme Mania, l'homme doit être sanctionné. L'ambition prométhéenne serait une forme d'outrage faite aux nouveaux dieux, ou plutôt aux anciens qui renaissent. Car l'écologisme spirituellement donne souvent l'impression d'être une forme de religiosité païenne, néo-païenne, pardon. Donc voilà, il nous met en garde contre cette dictature écologique qui s'impose petit à petit. C'est vrai qu'on le voit
tous de plus en plus. Là, a été voté, même si ça passera pas forcément avec le budget qui sera pas voté, mais a été voté la hausse de l'augmentation du prix de la bouteille plastique individuelle. Donc on va avoir une TVA à 20%. La bouteille d'eau va donc considérablement augmenter. Pas que les bouteilles d'eau, à vérifier, mais si je me trompe pas, c'est pas que les bouteilles d'eau. Donc il y a un matraquage comme ça pour emmerder les gens, hein, il y en a qui sont spécialistes de cette expression, pour emmerder le peuple en lui infligeant toujours plus de dictates écologiques. On ne peut plus consommer, on va avoir du mal à rouler, bientôt on ne pourra plus se chauffer au bois, enfin c'est vraiment une catastrophe sans nom. Au nom, si, de quelque chose, d'une sorte de religion, d'un fanatisme non véritablement digéré, mais que certains acceptent, sans doute qu'il y a une part anxiogène qui fait peur aux gens, et il faut bien trouver un moyen de s'auto-flageller, et celui-ci en est un de plus. Il y en avait d'autres, hein, il y a le décolonialisme, enfin, il y a vraiment un tas de moyens de s'auto-flageller, mais l'écologie en est un. Moi je suis pas contre une vraie écologie intelligente, mais pas l'écologie punitive et stupide qu'on nous impose tout le temps. Fermons cette parenthèse, Bob Côté serait d'accord avec moi, ils l'ont dit beaucoup dans son livre. Et il parle d'un sujet aussi intéressant. Il parle du Covid. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent sur le Covid, sur la période du Covid. Je me demande si De Villiers n'en parlait pas dans son livre, mais je crois que oui, dans Populicide. Mais beaucoup de gens parlent du Covid, et ils ne parlent pas du Covid pour la pandémie en elle-même, mais pour les impacts que la pandémie, les impacts qui ont totalement bouleversé la liberté de circuler, de penser, et la soumission du peuple, la terrible soumission du peuple aux diktats sanitaires. Alors on pourrait dire qu'on ne s'étonne pas, parce que une partie du peuple se laisse mener par le bout du nez, domestiquer, dirait Laurent Oberton. Mais le Covid a été vraiment un tournant, parce que beaucoup de gens ont accepté énormément de choses, on pourrait presque dire l'inacceptable, hein, ne pas aller aux obsèques de gens, respecter des règles stupides, ne pas aller se promener en forêt, enfin bon. Et je vais vous lire ce que nous dit Mathieu Bock-Côté, qui sent le vent tourner, et qui pense que cet épisode Covid est un moyen de tester les peuples, tester sa soumission. La pandémie de Covid-19 de 2020 à 2022, de ce point de vue, ne saurait être considérée comme une parenthèse sanitaire, mais comme un accélérateur historique qui a non seulement dévoilé le fantasme de toute puissance du progressisme technocratique, mais plus encore, son idéal d'une société intégralement maîtrisable au nom de la santé publique, qui se présente désormais comme un paradigme d'appréhension générale de la société. La Covid a révélé certaines prédispositions des sociétés occidentales à l'obéissance aveugle, ainsi qu'une indifférence généralisée aux libertés qu'on croyait sacrées. La sidération pandémique pouvait évidemment expliquer la chose un temps, la prudence a ses droits. Il est vite apparu, toutefois, que l'État transformait, sans même s'en rendre compte probablement, la gestion de la pandémie en grande expérimentation permettant de tester la docilité d'une population tétanisée, prête à faire tout ce qu'on lui disait, dès lors qu'était posée la question de la survie biologique. Le pouvoir s'est donc cru permis de décréter une suspension généralisée de l'existence, même si une partie de la population rapidement marquera sa défiance et réclamera le droit de vivre dans un environnement plus risqué. Cette mouvance, en révolte contre une existence enrégimentée, s'entêtant à ne pas se convertir à la nouvelle normalité d'un monde confiné et masqué, fut traitée à la manière d'un résidu du monde d'hier, s'excluant volontairement de la cité par refus de vivre selon le nouveau catéchisme sanitaire et en quelque sorte assimilée à une humanité primitive, méritant son mauvais sort, méritant ses sanctions. Ses membres, se réunissant clandestinement, vivaient comme avant ou presque, dans un environnement social où la privation étendue des libertés était considérée comme l'expression nouvelle d'une société civilisée. Les quelques régions du monde occidental comme la Floride ou d'autres États américains de semblables alignements idéologiques qui globalement firent ce qu'elles purent pour résister à la gouvernance sanitaire furent traités non comme des oasis de liberté que comme des repères d'attardés. Bon là il continue, c'est plus long, j'avais noté un petit peu plus de choses, mais c'est l'idée générale, c'est que globalement on teste le peuple
en se disant jusqu'où est-ce qu'il va aller. Est-ce que si on lui dit de marcher à cloche-pied dans la rue, il va le faire? On lui a bien dit de se signer soi-même une autorisation pour sortir. Les gens l'ont fait, en tout cas la plupart. Et donc du coup, on teste. On prend le modèle chinois, on se dit voilà, il y a le passeport sociétal, je sais plus comment il s'appelle, pour voir si on va pouvoir contrôler les peuples, on va lui donner des points pour ceci, pour cela. Et finalement, on s'aperçoit que pas mal de gens acceptent. Et alors je dirais pas toute mouvance politique confondue, mais globalement, les gens acceptent de se soumettre. Donc Mathieu Bocoté, il est extrêmement inquiet par rapport à ça. Il sent là la naissance d'une dictature comme d'autres l'ont dit avant lui. Alors évidemment, dans son livre, il aborde aussi des problématiques liées à l'immigration, au remplacement culturel, au grand remplacement, c'est un mot qu'il emploie à plusieurs reprises. D'ailleurs, il fait un petit hommage, alors petit, mais un petit hommage à Renaud Camus, il le cite nommément à plusieurs reprises, expliquant qu'il est les théoriciens du grand remplacement, que les médias ont évidemment mal interprété son sujet et ont tout fait pour diaboliser le personnage. Et Bocoté, évidemment, lui, se positionne comme un homme opposé au multiculturalisme. Il en avait fait des livres, comme en tout cas comme doctrine, puisque lui, il connaît bien le problème. Le Canada est un pays qui se revendique ouvertement comme pays de la fin de l'histoire, où il n'y a plus de peuple historique, il n'y a plus de racines. Le multiculturalisme est plus que la mode, c'est presque une religion d'État. Et Bocoté explique souvent que le Québec résiste encore, mais pas complètement. Il y a une partie des Québécois qui ne s'intéressent pas à ce problème, et lui, il ne voit comme survie à son identité québécoise que l'indépendance du Québec. Il le dit depuis très longtemps. C'est un autre problème, mais il en parle un tout petit peu, il en parle très 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 peu. Il parle surtout de l'Europe, de l'Amérique du Nord, évidemment au début, mais c'était pour attaquer sur l'angle Trump-Biden, républicain et démocrate. Mais il en parle un petit peu du Québec. Et il s'attaque au sujet de l'immigration. Évidemment, qui dit immigration dit antisémitisme. Donc il parle de l'antisémitisme, du grand retour d'un nouvel antisémitisme. Et je vais vous lire un petit passage de ce qu'il dit à ce sujet. Donc là, il a parlé évidemment il a parlé de l'extrême gauche. Avant, il parle de LFI, beaucoup, il s'en prend pas mal à LFI, et voilà ce qu'il dit un peu après. On comprend dès lors le rôle fondamental du nationalisme gazaoui dans la redéfinition de la gauche contre-coloniale française. L'antisémitisme qui partout se manifeste en Occident et pousse à la violence n'est pas un antisémitisme autochtone, mais d'importation. L'antisémitisme historique européen est aujourd'hui éradiqué, sauf à gauche de la gauche, qui est passé de l'antisémitisme anticapitaliste à l'antisémitisme décolonial, et on appelle à la destruction d'Israël et à la fin de la souveraineté juive, dernière étape apparemment indispensable au démantèlement de l'impérialisme d'antan. L'antisémitisme ne revient pas, il arrive. On pourrait presque en faire une loi. Un pays devient aujourd'hui antisémite, au rythme où il s'islamise. On l'a vu aux Pays-Bas, qui ont été le théâtre d'une chasse aux Juifs en novembre 2024, dans les suites d'un match de football opposant l'équipe de Tel Aviv à Ajax d'Amsterdam. On l'a vu aussi à Londres, où a été mis en place une ligne d'autobus qui leur est spécifiquement destinée aux Juifs, pour assurer leur sécurité lorsqu'ils traversent un quartier démographiquement transformé. En France, plusieurs vivent désormais en Nouveau-Marane. Le basculement démographique intérieur entraîne ainsi presque inévitablement un changement de la politique étrangère des pays occidentaux, comme on le voit au Proche-Orient. Voilà, il continue et il nous cite après l'exemple de New York qui tourne mal avec Zoran Mamdani, le nouveau maire. Alors quand il en parle de ce personnage, il n'est pas encore élu maire, mais Bocoté le désigne déjà comme un antisémite. Je ne sais plus quel mot il emploie, mais en tout cas, je vais essayer de vous retrouver ça. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ce personnage? Un fervent pro-palestinien, voilà ce qu'il nous dit. Maintenant, il parle d'antisémite. Il a même dit qu'il était proche des mouvances radicales islamistes dernièrement. Je l'ai entendu Bocoté s'exprimer sur ce sujet. Et donc, il en parle, et il parle de la chasse aux blancs,
aux États-Unis d'une élite blanche remplacée par des racisés. Hein, c'est le grand combat de l'extrême gauche. C'est comme ça chez LFI aussi. Les quelques blancs résiduels à LFI passeront un sale quart d'heure, certainement dans 10 ou 15 ans, si ça continue comme ça. Donc voilà, il aborde ce sujet, et évidemment, il est très préoccupé par les problématiques de grand remplacement, de fin d'identité et de remplacement culturel et religieux par une nouvelle religion qui s'imposerait en Europe, à savoir l'islam. Je vais finir ce livre par une petite citation qui en dit beaucoup. C'est très très court, ça fait 5 lignes. Écoutez, on est vers la fin du livre, là je me suis arrêté bien avant la fin, mais je vous fais une toute petite citation. Voilà ce que nous dit Bock-Côté. Quelques lignes seulement. L'homme cherche naturellement une voie de sortie du nihilisme. Tant qu'il ne la trouve pas, il produit des zombies. L'homme occidental est devenu un zombie surmédicalisé qui demain se soumettra aux islamistes qui feront la loi dans son pays. Il va plus loin, la citation est beaucoup plus longue, mais ça en dit long sur les craintes de notre ami Bock-Côté et sur ce qu'il voit pour l'Europe et l'Occident de demain si il n'y a pas un combat assez ardent dans le camp enraciné, dans le camp identitaire. C'est vraiment la thématique du livre. Deux mondes s'opposent. D'un côté, le monde enraciné, le monde qui sait d'où il vient, le monde de la tradition, qui n'est pas totalement fermé aux autres, hein, évidemment, mais qui veut conserver son droit à vivre comme avant, son droit à vivre normalement, comme il l'a presque toujours vécu, en conservant ses traditions, en conservant ses habitudes vestimentaires, alimentaires, pourquoi pas sa religion pour les gens qui en ont. Et de l'autre côté, évidemment un autre monde que Bock-Côté redoute islamisé, avec un changement radical du mode de vie et évidemment des lois qui vont avec. C'est un des combats de cet homme, c'est pas le seul évidemment. C'est en filigrane dans ce livre, on le sent qu'il va aller sur ce thème à un moment ou un autre, et il en parle évidemment. Franchement, c'est un livre passionnant. Je pourrais le conseiller à des gens qui n'ont pas beaucoup lu sur ce sujet. Bon, évidemment, s'ils écoutent Bock-Côté toutes les semaines, ils vont retrouver des grandes thématiques que cet homme développe régulièrement dans ses émissions de télé ou dans d'autres articles. Mais globalement, c'est une petite Bible pour qui veut avoir une synthèse de cette division du monde en deux parties radicalement opposées, en tout cas pour ce qui est de l'Occident. Parce qu'à côté de ça, il y a l'Asie, évidemment, qui est encore un autre monde. Ou l'Afrique, bien sûr, c'est encore autre chose. Mais là, on parle de l'Occident dans son livre, de la tradition occidentale, des racines occidentales. Et pour conclure, Bock-Côté fait le lien avec la thèse d'Éric Zemmour, dans La messe n'est pas dite, avec la thèse de Villiers dans Populicide. Il fait le lien sur l'identité religieuse, même si elle n'est pas pratiquante, l'identité religieuse de l'Europe. Et il n'est pas loin, évidemment, de penser lui aussi, il en parle très peu, mais il en parle un petit peu quand même, dans un chapitre, il n'est pas loin de penser que si l'Europe ne retrouve pas une identité chrétienne, elle ne retrouvera pas sa véritable identité, elle sombrera dans autre chose, et sans doute, le dit-il, dans l'islam et le nihilisme. D'abord dans le nihilisme et ensuite dans l'islam, puisque le nihilisme serait la porte ouverte à un effondrement total des quelques colonnes de la tradition européenne qui restent encore debout. C'était vraiment très bien, j'ai passé un bon moment. Bon, ça se lit vite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment un livre bien écrit et qui fait une bonne synthèse de toutes les problématiques, ou presque, de l'Occident d'aujourd'hui. Voilà, les deux Occidents, aux presses de la Cité, Mathieu Bock-Côté. Lisez-le, dites-moi des nouvelles si vous avez envie. Et à bientôt pour une prochaine chronique vidéo qui sera sûrement pas d'actualité. Voilà, à très bientôt.